Dans l'Empire sombre et redouté de Troisième Reich, l'ingénierie et la conception ne se sont pas limitées aux armes et aux fortifications, mais ont également donné vie à certains des véhicules les plus impressionnants et les plus terrifiants de l'histoire militaire. La Mercedes-Benz 770K, une voiture blindée de luxe utilisée par Hitler, est devenue une icône de l'élite nazie, tandis que des véhicules tels que le voiture-nacelle Volkswagenette, le Volkswagen Schwimmwagen a démontré la polyvalence et l'adaptabilité des forces allemandes. La Porsche Type 64, ancêtre de l'emblématique Volkswagen Coccinelle, était utilisée par les nazis comme véhicule de course, tandis que le SDK FZ 234/2 Puma, véhicule blindé à roues, s'est révélé indispensable lors des missions de reconnaissance grâce à sa vitesse et à son blindage. Le King Tiger, l'un des chars les plus redoutés de l'histoire, se distinguait par son armement puissant et son blindage lourd, le rendant quasiment invulnérable aux attaques ennemies. Quant au Jagdtiger, le plus grand chasseur de chars de la guerre, armé d'un canon de 128 mm, il était conçu pour détruire les chars à longue portée, devenant ainsi une véritable machine de terreur nazie. Mercedes-Benz 770K, la voiture opulente utilisée par Hitler, Göring et Himmler. À une époque marquée par la brutalité de la guerre, le luxe semblait hors de question. Mais le Troisième Reich, obsédé par l'esthétique, le faste et la projection de puissance, trouva dans la Mercedes-Benz 770K la synthèse parfaite de l'opulence et de la domination. Plus qu'un véhicule, la 770K était une déclaration de suprématie sur roue, conçue pour transporter les dirigeants du régime nazi avec une théâtralité quasi impériale. Présentée pour la première fois en 1930 comme un chef-d'œuvre d'ingénierie automobile, la Mercedes-Benz 770 grosseur Mercedes fut modernisée en 1938 sous la désignation W150. Cette version, également connue sous le nom de 770K, comportait d'importantes modifications qui en firent l'une des automobiles les plus impressionnantes jamais produites. Sa taille, son blindage, sa puissance et sa prestance en firent un symbole roulant du pouvoir nazi. Mesurant plus de 6 mètres de long et pesant plus de 4 tonnes dans ses versions blindées, la 770K n'était pas un simple moyen de transport. C'était un monstre d'acier. Son moteur 8 cylindres en ligne de 7,7 litres était suralimenté par un compresseur de type Roots, lui permettant de développer entre 230 et 290 chevaux, un chiffre colossal pour l'époque. Cette puissance pouvait propulser le véhicule à des vitesses approchant les 160 km/h, un exploit surprenant compte tenu de sa taille et de son blindage. Les exemplaires utilisés par Adolf Hitler étaient spécialement modifiés avec des plaques d'acier balistique et du verre pare-balles d'une épaisseur maximale de 50 mm. Malgré cette charge supplémentaire, la suspension indépendante et le système de freinage hydraulique assuraient une conduite relativement stable. Lors des défilés et des événements publics, la 770K était accompagnée d'escortes à moto et son toit rétractable permettait à Hitler de saluer la foule, faisant du véhicule non seulement un véhicule, mais une scène mobile. Le rôle de la Mercedes-Benz 770K pendant la guerre ne se limitait pas au combat, mais son impact était indéniable. Elle transportait des personnalités clés du Troisième Reich telles qu'Hermann Göring, Heinrich Himmler et le Führer lui-même. Sa présence inspirait autant le respect que la crainte et l'admiration. C'est elle qui ouvrait les défilés, descendait les Champs-Élysées après l'occupation de Paris et roulait lentement devant la foule en délire du Berlin nazi. Curieusement, la 770 000 n'a pas été produite en série. Moins de 90 exemplaires ont été construits entre 1938 et 1943, tous sur commande. Chaque exemplaire était fabriqué à la main, avec des détails artisanaux alliant la tradition automobile allemande aux exigences spécifiques du régime. Après la guerre, nombre de ces véhicules furent confisqués par les forces alliées. Certains finirent dans des musées, d'autres dans des collections privées, et quelques-uns furent détruits pour effacer toute trace de leur association avec le nazisme. Aujourd'hui, la Mercedes-Benz 770K représente un paradoxe. Chef-d'œuvre d'ingénierie automobile, admiré pour son design et ses capacités, et pourtant indissociable de son sombre passé de véhicule phare de l'un des régimes les plus infâmes de l'histoire.
Impossible de la regarder sans penser à ce qu'elle représentait, sans entendre en mémoire les acclamations de la foule qui l'acclamait à son passage. BMW R75, la moto de guerre légendaire qui a fasciné le monde. Si la Mercedes-Benz 770K incarnait le faste du Troisième Reich, la BMW R75 symbolisait son ingénierie fonctionnelle au service de la guerre. Née du besoin d'une moto militaire polyvalente, capable de traverser la boue, le sable et la neige avec la même efficacité, la R75 était non seulement un élément clé de la mobilité de l'armée allemande, mais aussi un témoignage de la précision mécanique de l'industrie allemande. L'histoire de la R75 commence en 1938, lorsque le haut commandement allemand commande à BMW une moto avec sidecar, capable de servir de véhicule polyvalent sur le front. Le résultat est une machine robuste, conçue pour opérer dans les conditions les plus extrêmes du théâtre d'opération européen. Elle entre officiellement en service en 1941 et reste active tout au long de la guerre, principalement utilisée par la Wehrmacht et la Waffen-SS. Contrairement aux motos civiles adaptées à un usage militaire, la R75 est conçue dès le départ comme un véhicule de guerre. Son châssis renforcé et sa transmission intégrale, une caractéristique rare, en font une rareté mécanique. Les roues avant et arrière sont toutes deux équipées de freins à disque. Les sidecars avaient une traction qui leur permettait de surmonter des obstacles et des terrains impossibles à franchir pour une moto traditionnelle. Le cœur de la R75 était un moteur bicylindre à plat refroidi par air de 745 cm3 développant environ 26 chevaux. Si ce chiffre peut paraître modeste, ses performances étaient extraordinaires sur le champ de bataille. Il était couplé à une boîte de vitesse à 4 rapports, dont un très bas pour les montées raides et une marche arrière. La R75 pouvait atteindre 95 km/h sur route, mais sa véritable force résidait dans sa maniabilité en environnement hostile. La suspension avant était télescopique, tandis que l'arrière reposait sur un système d'amortissement à ressort, le tout conçu pour résister aux rigueurs du combat. Elle pouvait même être équipée de pneus à glace cloutée, d'outils de réparation rapide, de supports de fusil, de mitrailleuses MG34 ou MG42 et même de remorques à munitions. L'un des fronts où la R75 s'est illustrée était l'Afrique du Nord. Dans les paysages désertiques brûlants, la Légion d'Afrique allemande, sous le commandement d'Erwin Rommel, utilisait ces motos dans le cadre de sa stratégie de Blitzkrieg. Leur rapidité de déplacement sur les routes non goudronnées et leur facilité d'entretien en faisaient un atout précieux pour la reconnaissance, la liaison, le transport de petites équipes et les combats rapides. Sur le front de l'Est, la R75 s'est avérée tout aussi efficace. Ses 2 roues motrices et la possibilité de bloquer le différentiel du sidecar lui permettaient d'avancer même au cœur de l'hiver soviétique, où les véhicules conventionnels s'enlisaient sous la neige ou la boue. Mais sa qualité avait un prix. La production de la R75 était coûteuse et complexe. Chaque exemplaire exigeait un savoir-faire précis et des ressources importantes. BMW en fabriqua environ 16 000 exemplaires pendant la guerre, jusqu'à ce qu'en 1944, en raison des bombardements alliés et du manque de matériaux, la production soit arrêtée. Malgré sa disparition du front, la R75 survécut au conflit. De nombreux exemplaires capturés furent utilisés par les forces alliées, tandis que d'autres sont conservés comme reliques. Son héritage perdure dans l'histoire de la moto militaire, et son design fut même adopté et copié par des constructeurs d'autres pays après la fin de la guerre. La BMW R75 était plus qu'une simple moto avec sidecar. C'était une fidèle compagne sur les routes impraticables de la guerre totale. Chaque unité représentait une microstructure de combat mobile, autonome, rapide et adaptable. Là où la boue engloutissait les camions et où les routes devenaient floues sous les bombardements, la R75 continuait sa route, grondant de son boxeur inimitable. Volkswagen. Kübelwagen, la coccinelle de la guerre. Au cœur de la machine de guerre allemande se trouvaient non seulement des chars lourds et des avions de pointe, mais aussi l'humble, infatigable et omniprésente Volkswagen Kübelwagen, une sorte de Jeep allemande prouvant que la simplicité et l'efficacité pouvaient être aussi meurtrières que le blindage ou la puissance de feu. Son histoire débuta avec un nom devenu célèbre, Ferdinand Porsche.
En 1938, mandaté par l'armée allemande, Porsche reçut l'ordre d'adapter la conception de la Volkswagen Type 1, restée dans les mémoires comme l'emblématique coccinelle aux besoins du front. S'ensuivit un processus de transformation qui conserva la base mécanique d'origine, mais avec des ajustements fondamentaux pour un usage militaire. Ainsi naquit la Type 82, plus connue sous le nom de Kübelwagen, abréviation de Kübelsitzwagen qui signifie « véhicule à siège baquet », en référence à ces sièges profonds conçus pour empêcher les soldats de tomber lorsqu'ils se déplaçaient à grande vitesse sur terrain accidenté. Sa conception était un exemple d'ingénierie rationnelle. Pesant seulement 725 kg, la Kübelwagen était plus légère que ses homologues alliés, ce qui la rendait plus facile à produire et à entretenir. Construite sur un châssis en acier plat, elle était dotée d'une carrosserie en acier embouti, de portes droites et d'un pare-brise rabattable pour faciliter son transport en avion ou en train. Son moteur était le même que celui de la coccinelle, un 4 cylindres boxer de 1,1 litre refroidi par air, développant 25 chevaux. Malgré sa faible puissance, son faible poids lui permettait d'atteindre 80 km/h sur autoroute et ses performances en rase campagne étaient remarquables. L'absence de système de refroidissement par eau lui conférait un avantage crucial dans les climats extrêmes. Elle ne gelait pas sur le front russe et ne surchauffait pas dans les déserts africains. La Kübelwagen était à propulsion, ce qui pouvait être perçu comme un inconvénient sur les terrains difficiles. Cependant, son essieu arrière oscillant et sa garde au sol de 28 cm, supérieure à celle de la Jeep Willys américaine, lui conféraient des capacités tout-terrain surprenantes. Pour améliorer la traction, une boîte de vitesse à gamme basse était intégrée, augmentant le couple en pente ou dans la boue. Ce véhicule n'était pas conçu pour le combat direct, mais son importance logistique était indéniable. Il fut utilisé comme transport de troupes, véhicule de liaison, ambulance légère, plateforme de reconnaissance, véhicule d'état-major et même pour des patrouilles en zones occupées. Sa simplicité permettait à un seul soldat de démonter la majeure partie du véhicule en quelques minutes pour le réparer sur le terrain. Plus de 50 000 exemplaires furent fabriqués entre 1940 et 1945. Devenu le véhicule léger le plus utilisé de l'armée allemande, des variantes spécialisées furent même développées. 4 roues motrices, roues auxiliaires et même des dispositifs de flottaison pour franchir les cours d'eau. Le Kübelwagen a accompagné la Wehrmacht sur tous les fronts, des plages de Normandie aux steppes russes, de l'Afrique du Nord aux Balkans. Sa durabilité et sa polyvalence en ont fait un outil indispensable lors de la Blitzkrieg. Après la guerre, son héritage s'est perpétué. Son design a servi de base au développement d'autres véhicules militaires de l'après-guerre et a directement inspiré des modèles ultérieurs comme la Volkswagen Type 181, la chose, produite dans les années 1970. Aujourd'hui, le Kübelwagen est une pièce de collection très prisée, tant pour son lien avec l'histoire que pour sa conception mécanique intelligente. Volkswagen Schwimmwagen, l'amphibien du Reich qui dominait les rivières. Lorsque la guerre se déroule sur des rivières, des marais et des tranchées inondées, la mobilité devient un défi quasi insurmontable. Consciente de la nécessité d'une manœuvrabilité totale, la Wehrmacht recherchait un véhicule léger capable non seulement de conquérir les routes, mais aussi de traverser les voies navigables sans pont ni bac. Ainsi naquit le Volkswagen Schwimmwagen Type 166, une aventure risquée, audacieuse et techniquement brillante. Un véhicule amphibie en pleine Seconde Guerre mondiale. Le Schwimmwagen fut développé à partir de la plateforme du Kübelwagen, conservant sa philosophie de mécanique simple et fonctionnelle. La première version expérimentale, le Type 128, se révéla trop imposante et instable pour une utilisation opérationnelle. Mais en 1941, grâce aux lignes épurées du Type 166, Volkswagen réussit à créer l'un des véhicules amphibies les plus performants du conflit. Il fut fabriqué entre 1942 et 1944 à plus de 14 000 exemplaires, ce qui en fit le véhicule amphibie le plus produit de l'histoire. Le Schwimmwagen possédait une carrosserie monobloc en acier embouti, hermétiquement scellée pour éviter les fuites. Mesurant seulement 3,8 mètres de long et pesant 910 kg, il pouvait transporter confortablement 4 soldats entièrement équipés.
Il était propulsé par le même moteur Boxer 1,1 litre de 25 chevaux que son prédécesseur terrestre, mais la boîte de vitesse avait été adaptée pour inclure un arbre de prise de force relié à une hélice rétractable montée à l'arrière. Pour se déplacer sur l'eau, il suffisait au conducteur de s'arrêter, de déverrouiller l'hélice, de l'abaisser manuellement et d'engager la propulsion. Le Schwimmwagen pouvait atteindre une vitesse de 10 km/h, 6,2 miles par heure, suffisante pour traverser des rivières ou des lagunes à débit modéré. Le gouvernail, plutôt que d'être fixé à l'hélice, servait simplement d'arbre de direction pour les roues avant. En tournant le volant, le véhicule se dirigeait dans l'eau comme sur terre. Sur terre, le Schwimmwagen était étonnamment efficace. Sa transmission 4x4 sur les 2 premières vitesses, combinée à sa légèreté et à sa suspension renforcée, lui permettait d'avancer dans la boue, la neige ou le sable plus efficacement que des véhicules beaucoup plus lourds. De plus, son profil bas le rendait moins visible sur le champ de bataille. Ce véhicule polyvalent fut largement utilisé sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, ainsi que pour des opérations de reconnaissance, des missions de liaison, des patrouilles côtières et des déplacements rapides dans les zones marécageuses. Les pelotons du génie l'appréciaient pour sa capacité à traverser les étendues d'eau au moment critique, là où d'autres véhicules seraient bloqués. L'une des particularités du Schwimmwagen résidait dans son étanchéité, obtenue non pas grâce à des systèmes complexes, mais grâce à une ingénierie de précision et à une production rigoureusement contrôlée. Malgré sa production en série, chaque exemplaire était soumis à des tests de flottaison rigoureux avant d'être envoyé au front. Cependant, il présentait certaines limites. L'espace intérieur était exigu et une fois chargé d'équipements et d'armes, sa flottabilité diminuait. De plus, les manœuvres dans l'eau exigeaient une certaine habileté et étaient déconseillées dans les zones à fort courant ou en haute mer. Malgré tout, pour l'époque, le Schwimmwagen constituait une prouesse technique inégalée. Après la guerre, sa conception fut étudiée par les Alliés et partiellement reproduite dans des projets de véhicules militaires amphibies pendant la guerre froide. Aujourd'hui, le Schwimmwagen est un trésor pour les collectionneurs, non seulement pour sa rareté, mais aussi pour ce qu'il représentait, la volonté allemande d'adapter toute technologie à l'effort de guerre. Ce petit véhicule, capable de traverser des rivières aussi facilement que des chemins de terre, était un exemple de la façon dont la nécessité peut pousser l'ingénierie vers des territoires inexplorés. Porsche 853, la beauté sombre du pouvoir, la luxueuse voiture nazie. Au cœur d'un conflit mondial dominé par la brutalité de la machine de guerre, certains véhicules se distinguaient non par leur capacité destructrice, mais par leur élégance. La Porsche 853, fabriquée par la prestigieuse marque allemande Porsche, issue du conglomérat Auto Union, ancêtre de l'actuel Audi, était l'une des automobiles les plus luxueuses jamais produites dans l'Allemagne nazie. Plus qu'un véhicule, c'était un symbole de statut social réservé à l'élite du régime et aux officiers les plus hauts gradés. Lancée en 1935 comme un joyau de l'ingénierie automobile, la Porsche 853 était destinée au segment le plus exclusif du marché. Mais pendant la guerre, le Troisième Reich l'adopta pour les cérémonies, les défilés et les passations de pouvoir. Sa présence lors des événements officiels était aussi courante qu'intimidante. De longues files de 853 défilaient devant la foule, véhiculant une image d'ordre, de sophistication et de suprématie. Techniquement, la Porsche 853 était un prodige. Équipée d'un moteur 8 cylindres en ligne de 4944 cm3, elle développant environ 120 chevaux, elle pouvait atteindre 135 km/h, 84 miles par heure, un résultat surprenant pour sa taille et son poids. Accouplée à une boîte manuelle à 4 rapports, elle reposait sur un châssis extrêmement robuste garantissant une conduite souple, même sur des routes en mauvais état. Le design extérieur de la 853 était à la fois raffiné et agressif. Lignes courbes, imposante calandre verticale, phare proéminent et ailes bien dessinées. Dans sa version la plus célèbre, la Porsche 853 A-Sport Cabriolet, elle était dotée d'un toit ouvrant et de garnitures en cuir, boiserie noble et chrome. Chaque exemplaire était quasiment fabriqué à la main, sur mesure, avec des intérieurs dignes d'une berline de luxe. Pendant le conflit,
La Porsche 853 fut utilisée comme véhicule de commandement d'arrière-garde, véhicule de transport pour les généraux et souvent comme voiture d'escorte lors d'événements officiels. Heinrich Himmler, Hermann Göring et Joachim von Ribbentrop comptaient parmi les hauts fonctionnaires qui voyageaient à bord de ces modèles. Même en pleine guerre totale, le Troisième Reich ne lésina pas sur les moyens pour la fabrication de ces symboles de pouvoir. Bien que non blindée comme la Mercedes 770K, la Porsche 853 offrait une impression de domination similaire. Sa taille, son style majestueux et son rugissement mécanique en faisaient un spectacle en soi. Bien qu'elle ne jouât aucun rôle direct sur le champ de bataille, son image était liée à la propagande. C'était la voiture à bord de laquelle les officiers supérieurs arrivaient pour inspecter les troupes, signer des pactes et apparaître devant les caméras du régime. Pendant les années de guerre, Porsche produisit également des versions militaires plus rustiques, comme les modèles type 901 et 108, utilisés comme véhicules tout-terrain. Cependant, le 853 demeura la référence du luxe en temps de dévastation. Il rappelait en quelque sorte que le régime nazi, même au cœur de l'apocalypse, conservait une esthétique de domination soigneusement cultivée. Après 1945, de nombreux exemplaires furent confisqués par les Alliés, d'autres finirent entre les mains d'officiers soviétiques et quelques-uns survécurent dans des musées ou des collections privées. Aujourd'hui, un Porsche 853 dans son état d'origine est considéré comme une rareté absolue et atteint des prix astronomiques lors des ventes aux enchères spécialisées. Le Porsche 853 incarne une contradiction profonde. La beauté du design mise au service d'une idéologie destructrice. Une machine conçue pour le plaisir, transformée en icône de l'oppression. Porsche Type 64, le fantôme de la vitesse qui cherchait à dominer les routes européennes. Dans les années précédant la guerre, tandis que l'Allemagne affichait une esthétique de puissance et d'ordre, un petit groupe d'ingénieurs rêvait d'une autre forme de suprématie, le Reich de la vitesse. À la croisée de cette ambition sportive et de la propagande, naquit la Porsche Type 64, un véhicule unique, énigmatique et visionnaire, considéré comme l'ancêtre direct de toutes les Porsche qui suivraient. Conçue entre 1938 et 1939 sous la direction de Ferdinand Porsche, la Type 64 fut créée dans un but précis, participer à la Berlin-Rome-Rennstrecke, une course d'endurance censée symboliser l'amitié entre les régimes nazis et fascistes. Le conflit mondial interrompit cette course avant même qu'elle ne puisse commencer, mais la Type 64 survécut, symbole silencieux de ce qui aurait pu être une révolution automobile en plein Troisième Reich. Sa construction reposait sur les bases techniques de la Volkswagen Type 1, la coccinelle, avec son moteur boxer refroidi par air caractéristique. Cependant, tout dans la Type 64 était optimisé pour la vitesse. Carrosserie aérodynamique en aluminium, design incurvé inspiré de l'aviation et structure extrêmement légère. Le résultat donna une voiture qui ressemblait davantage à un vaisseau spatial futuriste qu'à un véhicule d'avant-guerre. Sous sa carrosserie reposait un moteur 4 cylindres à plat de 985 cm3, développant environ 32 chevaux. Cela peut paraître peu, mais le poids du véhicule dépassait à peine les 600 kg, lui permettant d'atteindre des vitesses supérieures à 140 km/h. Son rapport poids-puissance, son efficacité aérodynamique et sa stabilité en faisaient un choix prometteur pour les compétitions longue distance. Seuls 3 exemplaires de la Type 64 furent construits. Le premier fut détruit lors d'un accident d'essai. Les 2 autres survécurent au déclenchement de la guerre, bien que l'un d'eux fut confisqué par des soldats américains en 1945 et profondément modifié. Le seul resté intact fut soigneusement caché par Ferry Porsche, le fils de Ferdinand, et servit des années plus tard de base conceptuelle au développement de la première Porsche 356. Techniquement, la Type 64 était bien plus qu'une voiture rapide. Son châssis était une adaptation de la Volkswagen Type 38, renforcée et surbaissée pour améliorer sa rigidité structurelle. La suspension avant était à barre de torsion, tandis que la suspension arrière était à balancier. La transmission manuelle à 4 rapports était synchronisée, une rareté pour l'époque. Cependant, l'aspect le plus innovant résidait dans sa silhouette. Son design aérodynamique n'était pas décoratif mais fonctionnel. Il a été testé en soufflerie pour réduire la résistance à l'air et améliorer la stabilité à grande vitesse.
Son profil bas, ses ailes carénées et son pare-brise incliné étaient en avance sur leur temps. Bien qu'elle n'ait jamais officiellement participé à une compétition, la Porsche Type 64 est considérée comme le chaînon manquant entre la coccinelle et la dynastie Porsche. C'était une anomalie dans la logique militaire du Troisième Reich, une voiture créée non pas pour dominer par la force, mais pour dominer par l'élégance, l'ingénierie et la vitesse. Son existence en temps de guerre était presque clandestine. Alors que l'Allemagne s'effondrait entre les champs de bataille et les villes bombardées, ce petit prototype fut secrètement déplacé d'un garage à l'autre, gardé comme une œuvre d'art. Et d'une certaine manière, il l'était. Des décennies plus tard, la Type 64 fut méticuleusement restaurée, exposée dans des musées et vendue aux enchères pour des sommes de plusieurs millions de dollars. Mais son plus grand héritage ne réside pas dans sa valeur économique, mais dans ce qu'il anticipait. Une ingénierie purement axée sur la performance, une marque de fabrique qui définit Porsche à ce jour. SD-KFZ 234/2 Puma, l'ombre rapide du front qui a ravagé l'Europe. Dans la guerre moderne, anticiper l'ennemi, se déplacer plus vite que lui et frapper sans être touché peut faire la différence entre le succès et l'anéantissement. C'est dans cet esprit tactique qu'est né le SD-KFZ. 234/2 Puma, un véhicule blindé de reconnaissance conçu non seulement pour observer, mais aussi pour survivre et combattre dans les environnements les plus hostiles. Le Puma faisait partie d'une famille de véhicules de reconnaissance lourds développés par l'Allemagne au milieu de la guerre, connue sous le nom de série 234. Cette gamme est née du besoin urgent de remplacer des modèles antérieurs comme le SD-KFZ 231, dont la traction et l'armement devenaient obsolètes face à la vitesse et à la puissance de feu croissante de l'ennemi. Le 234/2 fut le premier à entrer en campagne, et aussi le plus connu pour son design élégant et sa combinaison mortelle de vitesse, de protection et de puissance de feu. Sa production est entrée en production en 1943 et environ 101 exemplaires ont été construits jusqu'à la mi-1944. Sa structure était conçue pour opérer sur tous les fronts, notamment en Afrique, même si lorsqu'il fut prêt, l'Africa Corp s'était déjà retiré du continent. Malgré cela, son impact fut immédiat en Europe. Le Puma représentait le véhicule blindé de reconnaissance le plus avancé du Troisième Reich. Le cœur de ce véhicule était un moteur diesel Tatra 103 F12 refroidi par air de 220 chevaux, qui lui permettait d'atteindre une vitesse de pointe de 90 km/h sur route, un chiffre exceptionnel pour un véhicule blindé de près de 12 tonnes. Cette vitesse, combinée à ses 8 roues motrices, lui conférait une mobilité supérieure, même sur terrain accidenté. Doté d'un système de double transmission, il pouvait avancer ou reculer à grande vitesse sans avoir à tourner, un atout idéal pour les missions de reconnaissance en zone dangereuse. Côté armement, le SD-KFZ 234/2 était équipé d'un canon K2K 39 sur un L60 de 50 mm, identique à celui de certains modèles de Panzer III, accompagné d'une mitrailleuse coaxiale MG42. Bien que non conçu pour engager les chars lourds, le Puma pouvait se défendre efficacement contre les blindés légers et moyens et fournir un appui-feu dans des situations de combat inattendues. Sa tourelle rotative entièrement fermée était rare pour un véhicule de reconnaissance, le rapprochant davantage d'un char léger que d'un simple éclaireur. À cela s'ajoutait un blindage frontal pouvant atteindre 30 mm, suffisant pour résister aux impacts d'armes légères et d'éclats d'obus, mais pas aux obus anti-chars. Sa silhouette basse et son camouflage adapté au terrain le rendaient difficile à détecter à distance. Les rapports de combat des unités équipées du Puma vantent sa fiabilité mécanique, sa rapidité en situation de repli et sa polyvalence en mission de reconnaissance offensive. Cependant, sa production limitée a empêché cela aurait un impact décisif. Les usines allemandes étaient alors soumises à des attaques aériennes constantes et les pénuries de matériaux les forçaient à privilégier les chars lourds comme le Panther et le Tiger. Néanmoins, le SD-KFZ 234/2 laissa son empreinte. Son concept de éclaireur armé, rapide et robuste fut adopté par d'autres puissances dans la conception de véhicules blindés d'après-guerre. De fait, sa silhouette a été étudiée dans les doctrines de guerre mobile jusqu'à ce jour. Le Puma fut, à bien des égards,
la dernière grande tentative du Troisième Reich pour maîtriser l'art de la reconnaissance armée. Il représentait un équilibre quasi parfait entre puissance, protection et mobilité, et est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs véhicules blindés de son type pendant la Seconde Guerre mondiale. King Tiger, le char impressionnant devenu une légende. Cependant, le Tigre P allait trouver un successeur plus que digne. Lorsque l'avancée alliée devint inéluctable et que l'armée rouge perça les défenses orientales tel un torrent d'acier, le Troisième Reich réagit avec une machine encore plus colossale, plus redoutée et plus destructrice que son prédécesseur. Son nom était Tigre II, bien que le monde le connaîtrait plus tard sous le nom de Königstiger, le roi tigre, ou Tigre royal pour les Britanniques. Conçu comme l'aboutissement de la doctrine de supériorité technologique de la Wehrmacht, le Tigre II était le char le plus lourd déployé en opération par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il représentait le summum de la conception blindée allemande, une bête alliant la puissance de feu dévastatrice du Tigre Pruma à un blindage plus incliné et plus robuste, inspiré du T-34 soviétique. C'était, à tous égards, le roi du champ de bataille. D'un point de vue technique, le Tigre II était une prouesse. Il pesait 69,8 tonnes, mesurait près de 11 mètres tubes déployés et était équipé d'un redoutable canon KWK 43L71 de 88 mm, une version plus longue et plus puissante de celui du Tigre Prüm. Ce canon pouvait percer le blindage frontal de n'importe quel char allié à plus de 3000 mètres. Son blindage frontal atteignait 150 mm, incliné à 50 degrés, le rendant pratiquement impénétrable en combat direct. Cependant, cette magnificence avait un prix élevé. Son moteur, le Maybach HL230P30 de 700 chevaux, était le même que celui du Tigre I, ce qui était insuffisant pour un engin plus lourd. Le Tigre II atteignait à peine 35 km/h sur route et encore moins sur terrain accidenté. Sa consommation de carburant était exorbitante et sa fiabilité mécanique discutable. Les boîtes de vitesse tombaient en panne, les chenilles cassaient et de nombreuses unités furent abandonnées non pas à cause des tirs ennemis mais à cause de pannes techniques. Le Tigre II participa au combat pour la première fois en juillet 1944 sur le front de l'Est. Plus tard, il combattit férocement en Normandie, dans les Ardennes et pour la défense de l'Allemagne. Sa seule présence suffisait à stopper l'avancée ennemie. Plusieurs chars Sherman, chasseurs de chars ou bombardements aériens étaient nécessaires pour neutraliser un seul Königstiger. En duel direct, il était quasiment invulnérable, à condition de disposer d'un équipage expérimenté et de positions avantageuses. L'une de ses actions les plus emblématiques eut lieu lors de l'opération Wacht am Rhein, également connue sous le nom de bataille des Ardennes. Sur les routes étroites des forêts belges, des colonnes de Tigre II avançaient lentement, mais avec une détermination apocalyptique. Leur blindage déviait les projectiles comme des gouttes de pluie, mais le terrain, le mauvais temps et la logistique ennemie transformèrent bientôt leur déploiement en une marche angoissante. Nombre d'entre eux furent détruits par les airs ou abandonnés faute de carburant. Le Tigre II n'était pas un char d'usure, c'était un chef-d'œuvre pour une blitzkrieg aujourd'hui disparue. L'Allemagne ne disposait ni des ressources ni de l'infrastructure nécessaire pour entretenir en masse une arme aussi sophistiquée. Seuls 492 exemplaires furent produits. Pendant ce temps, les Alliés fabriquaient des milliers de chars plus légers et plus adaptables, tels que le T-34, le Sherman ou le Churchill, qui pouvaient être remplacés rapidement et efficacement. Pourtant, chaque rencontre avec un Tigre II laissait une impression indélébile. Le Tigre II surpassait tous ses chars. Et la question était de savoir si les Alliés pourraient produire leurs chars plus vite que les Tiger Kings ne les détruisaient. Dans de nombreux cas, sa simple apparition provoquait le retrait ou le redéploiement de forces entières. Même à la fin de la guerre, dans les ruines du Reich, il demeurait une menace mortelle. Il était le symbole d'un régime prêt à résister jusqu'à la dernière balle, doté d'une technologie de pointe et d'une foi aveugle en une victoire impossible. Le Königstiger n'était pas qu'un char. C'était une déclaration désespérée de puissance absolue. Il représentait l'ultime tentative de l'Allemagne pour affirmer sa suprématie dans une guerre déjà perdue. C'était la dernière carte d'une nation qui, face à l'abîme, avait tout misé sur la technologie et avait perdu. Aujourd'hui, certaines unités sont conservées dans des musées comme ceux de Saumur en France et de Bovington en Angleterre. Même immobiles, elles imposent le respect.
Elles s'arrêtent encore un instant pour contempler ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle allie génie et arrogance. Jagdtiger, l'impressionnant chasseur de chars qui n'a jamais atteint son objectif. Au crépuscule du Troisième Reich, alors que la défaite était inévitable mais que la mégalomanie ne connaissait pas de limite, l'Allemagne conçut une arme si massive qu'elle semblait tout droit sortie d'un cauchemar blindé. Un mastodonte d'acier conçu non pas pour fuir, mais pour écraser. Une bête qui ne fuyait ni ne reculait, mais attendait silencieusement et détruisait d'un seul coup. C'était le Jagdtiger, le chasseur de chars le plus lourd jamais déployé au combat. Son nom complet était Panzerjäger Tiger-Ausf, B, mais il était plus connu sous le nom de Jagdtiger, le tigre chasseur. Et ce n'était pas une exagération. Ce colosse blindé basé sur le châssis du Tigre II pesait plus de 75 tonnes et était équipé d'un canon ressemblant à une pièce d'artillerie de siège, le PAC 44 de 128 mm, dérivé d'un canon anti-aérien mais adapté pour traquer les chars à des kilomètres. Sa seule présence sur le champ de bataille suffisait à inspirer la terreur. Le Jagdtiger pouvait détruire n'importe quel véhicule allié avant même qu'il n'ait eu le temps de riposter. Son canon pouvait pénétrer jusqu'à 250 mm de blindage, 2000 mètres. Même les lourds Churchill, les IS-2 ou le redoutable Sherman Firefly n'étaient pas à la hauteur. Le Jagdtiger était, en théorie, le prédateur suprême du champ de bataille. Mais cette créature avait un prix. Son poids le rendait lent, maladroit et sujet aux pannes mécaniques. Son moteur Maybach, conçu pour des chars plus légers, ne pouvait tout simplement pas supporter une telle masse. Sa vitesse de pointe dépassait à peine 34 km/h dans des conditions idéales, mais elle atteignait rarement ce niveau. Sur terrain accidenté ou en hiver, nombre d'entre eux tombaient en panne ou s'enlisaient avant même d'avoir participé au combat. La mécanique interne, surchargée, souffrait constamment. La transmission cassait facilement, le système de suspension peinait à supporter le poids et la consommation de carburant était si élevée que le véhicule était littéralement insoutenable pour l'économie de guerre allemande de 1945. Seuls environ 70 exemplaires furent produits, dont beaucoup ne participèrent jamais au combat. Sur le plan technique, le Jagdtiger était une œuvre d'ingénierie audacieuse. Son blindage frontal atteignait 250 mm d'épaisseur, le rendant quasiment impénétrable par l'armement ennemi standard. Même les canons de 76 mm ou les obus HIT peinaient à l'endommager frontalement. En défense statique ou en embuscade, il était invincible. Mais hors de cette situation idéale, il devenait son propre ennemi. La conception ne comportait pas de tourelle. Le canon était monté dans une casemate fixe, ce qui obligeait le véhicule à pivoter tout le châssis pour viser latéralement. Cette conception simplifiait la fabrication et offrait de l'espace interne, mais compromettait sa réactivité en combat rapproché. Durant les derniers mois de la guerre, des unités comme la Schwere Panzerjäger-Abteilung 512 utilisèrent des Jagdtiger sur le front occidental, notamment lors de la défense du Rhin et de la bataille de Remagen. Lors de certains engagements isolés, un seul Jagdtiger détruisit des colonnes entières de blindés alliés. Mais ces chars redoutables tombèrent rapidement en panne de carburant, furent mis hors service ou détruits par des frappes aériennes. Leur impact fut plus psychologique et de propagande que réel. Néanmoins, les Alliés furent impressionnés. Jamais auparavant une force blindée n'avait affronté une arme aussi massive. Même les commandants soviétiques, habitués aux tigres et aux panthères, reconnaissaient que le Jagdtiger était un symbole de la puissance industrielle allemande et aussi de son arrogance. Car, au fond, le Jagdtiger représentait tout ce qui n'allait pas dans la machine de guerre nazie en 1945. Trop cher, trop complexe, trop tard. Une bête gigantesque à une époque où la guerre ne se gagnait plus avec des monstres, mais avec le nombre, la logistique et l'espace aérien. Mais personne ne l'a vu. De près, je l'avais oublié. Sa silhouette imposante, son canon énorme, le grondement fracassant de son tir laissèrent une trace indélébile. C'était un chef-d'œuvre condamné dès le départ, un dinosaure mécanique né à l'ère des missiles et du carburant rationné. Après la capitulation allemande, plusieurs Jagdtiger furent capturés par les Alliés. Certains furent envoyés pour des essais balistiques, d'autres finirent dans des musées. Aucun ne revit le combat. Ainsi prit fin son bref règne, le chasseur le plus meurtrier, qui ne chassait presque jamais.
Le Jagdtiger fut le dernier rugissement de l'empire blindé d'Hitler, une machine qui, dans un autre contexte, aurait pu renverser la situation. Mais dans le monde réel, ce n'était que le reflet d'un Reich agonisant, rêvant encore de colosses impossibles. Mack RSO, le tracteur du désespoir qui a tenté de combattre le général Snow lorsque la Wehrmacht avança dans les vastes plaines de l'Union soviétique lors de l'opération Barbarossa à l'été 1941, ses commandants furent bientôt confrontés à une menace qui ne venait pas de l'armée rouge, mais du terrain lui-même. Les routes se transformèrent en boue, les pluies transformèrent les itinéraires en marécages, et l'hiver soviétique paralysa les moteurs et gela la logistique. Les camions restèrent bloqués, les chevaux étaient épuisés. Ce front exigeait non pas vitesse, mais ténacité. C'est ainsi qu'est né le RSO, abréviation de Ropenschlepper Ost, un tracteur à chenilles destiné non pas à dominer, mais à résister. L'idée fut promue par Ferdinand Porsche lui-même, qui, après avoir reçu des rapports du front de l'Est, comprit que l'Allemagne avait besoin d'un véhicule compact et peu coûteux, capable de traverser n'importe quel terrain, quelles que soient les conditions météorologiques. La conception fut confiée à l'entreprise Steyr, mais il fut également produit par des constructeurs comme Mack, Maschinenbau Kiel, dont le premier modèle opérationnel fut lancé en 1942. Le RSO était essentiellement un tracteur à chenilles, dénué de tout luxe ou de toute prétention esthétique. Son apparence était brute, presque primitive, avec une cabine en bois ou en cornière montée sur un châssis simple, propulsé par une chaîne à chenilles qui lui conférait une mobilité tout-terrain inégalée. C'était l'anti-Kübelwagen, lent, rudimentaire et quasi indestructible. Il était propulsé par un moteur à essence V8 Steyr de 3,5 litres, développant environ 85 chevaux. Malgré sa puissance modeste, sa transmission à 4 rapports et ses larges chenilles lui permettaient de tracter de l'artillerie, des remorques de ravitaillement, voire de transporter des troupes sur des routes impraticables. Sa vitesse de pointe atteignait à peine 30 km par heure, mais peu importait. L'important était qu'il avance là où tout le reste s'arrêtait. L'un des éléments les plus remarquables du RSO était son train de roulement. Il n'utilisait pas de roues suspendues traditionnelles, mais plutôt des bogies montées sur ressorts hélicoïdaux, ce qui répartissait le poids et réduisait la pression au sol. Cela lui conférait performances extraordinaires dans la boue profonde, la neige ou la glace. Son système de chenilles était si efficace que de nombreux soldats le comparaient au tracteur soviétique STZ en plus fiable. Le RSO fut produit en différentes versions, transporteur de marchandises, tracteur d'artillerie, ambulance improvisée et même lance-roquettes anti-aérien. Une version armée existait également, le RSO PAC 40, équipé d'un canon anti-char de 75 mm monté sur le châssis. Bien que cette variante ne disposait pas d'une protection blindée pour l'équipage, elle offrait à une pièce d'artillerie une mobilité qui aurait autrement été impossible à déplacer dans des conditions extrêmes. Durant les hivers 1942 et 1943, le RSO fut une bouée de sauvetage pour de nombreuses unités embourbées sur le front de l'Est. Il pouvait ravitailler des positions isolées, récupérer l'artillerie lourde, évacuer les blessés et maintenir des lignes logistiques minimales là où aucun autre véhicule ne pouvait survivre. Sa fiabilité lui valut le respect des troupes et l'appréciation des commandants. Plus de 23 000 exemplaires furent produits à la fin de la guerre, et sa simplicité permit une fabrication rapide, même sous les bombardements intensifs des villes allemandes. Bien qu'il n'ait jamais été conçu pour le combat, sa contribution logistique fut aussi vitale que celle de n'importe quel char. Après le conflit, certains RSO furent utilisés par les pays d'Europe de l'Est pour des travaux agricoles ou de reconstruction civile. D'autres furent abandonnés dans les champs gelés d'Ukraine, ensevelis sous la neige ou enfouis dans la boue, tels les fossiles d'une guerre qui dévora machines et hommes. Le RSO n'était ni rapide, ni élégant, ni visuellement impressionnant. Mais dans l'enfer blanc du front de l'Est, il était l'un des rares véhicules à ne jamais s'arrêter. Sa robustesse était sa vertu et son rugissement lent mais régulier était l'un des derniers espoirs d'une machine allemande qui commençait à craquer sous le poids de ses ambitions. Et pourtant, lorsque le besoin s'en fit sentir, l'Allemagne transforma également des châssis obsolètes en armes improvisées. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons le Marder 3, un chasseur de chars hybride alliant ingéniosité, urgence et létalité dans un seul véhicule de combat. Marder.
Troisième, le chasseur improvisé qui se consacra à la chasse aux chars soviétiques. À mesure que la guerre progressait et que les chars ennemis gagnaient en résistance, la Wehrmacht se retrouva confrontée à une dure réalité. Ces véhicules blindés ne suffisaient plus. Les chars soviétiques T-34 et K-1, avec leur blindage incliné et leurs puissants canons, représentaient un défi insurmontable pour de nombreux modèles allemands durant les premières années du front de l'Est. La réponse allemande fut pragmatique et d'une efficacité redoutable. Elle transforma ce dont elle disposait déjà en armes anti-chars mobiles. Ainsi naquit le Marder III, un chasseur de chars hybride improvisé, mais redoutable. Le Marder III fut développé à partir du châssis du Panzer 38 Tek, un char léger d'origine tchécoslovaque, initialement fabriqué par la société CKD avant l'annexion de la Tchécoslovaquie. Bien que ce modèle fût utilisable au début de la guerre, son armement de 37 mm et son blindage léger furent rapidement dépassés par les avancées soviétiques. Néanmoins, son châssis resta fiable, facile à produire et à entretenir. La solution allemande était simple: retirer la tourelle et installer un canon anti-char plus puissant, créant ainsi un nouveau type de véhicule, le chasseur de chars. La première version du Marder III, connue sous le nom de SD, KFZ 139, entra en service en 1942. Elle était équipée d'un canon soviétique de 76,2 mm F-22 capturé, adapté aux munitions allemandes, lui conférant une puissance de pénétration considérable. Plus tard, les modèles Osef, H et Osef M intégrèrent le canon allemand PaK 40 de 75 mm, l'un des canons anti-chars les plus efficaces de la guerre. Le Marder III possédait un blindage minimal. Le compartiment de combat était ouvert en haut et à l'arrière, exposant l'équipage aux éclats d'artillerie, aux attaques aériennes et aux tirs d'infanterie. Le blindage frontal atteignait un maximum de 50 mm, suffisant pour protéger contre les obus légers, mais insuffisant contre les impacts directs. Sa survie dépendait donc de sa capacité à attaquer en premier et depuis des positions camouflées. Malgré ses limitations, le Marder III était redouté pour son efficacité. Il pouvait détruire les chars moyens ennemis à plus de 1500 mètres, ce qui lui conférait un avantage initial dans de nombreux engagements. Son profil bas lui permettait de se dissimuler facilement, et sa mobilité, héritée du Panzer 38, était largement suffisante pour un repositionnement rapide après chaque tir, une tactique connue sous le nom de « shoot and scoot ». Un équipage de 4 hommes pilotait le véhicule, conducteur, chef de char, chargeur et tireur. Les communications étaient rudimentaires et les conditions à l'intérieur du compartiment étaient difficiles. En hiver, le froid était insupportable. En été, la chaleur devenait torride. Cependant, les rapports du front indiquaient qu'avec un équipage expérimenté, le Marder III pouvait renverser le cours d'un engagement local. Plus de 1500 exemplaires furent produits entre 1942 et 1944. Bien que n'étant pas conçu comme un modèle définitif, il joua un rôle essentiel à un stade critique du conflit. Déployé sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, ainsi qu'en Italie et dans les Balkans, il servit à endiguer les attaques blindées alliées. Le Marder III était finalement le fruit d'une urgence. Un rappel que la guerre, dans ses moments les plus désespérés, exige une improvisation constante. Ce n'était ni un char, ni un véhicule blindé traditionnel. C'était un canon monté sur un vieux châssis, exposé, limité, mais dévastateur lorsqu'il était utilisé intelligemment. Stug III, l'humble pièce maîtresse de la défense de l'Allemagne nazie. Tous les géants de l'acier qui ont changé le cours de la guerre n'étaient pas équipés de tourelles rotatives, et tous les véhicules blindés n'étaient pas conçus pour l'offensive. Certains étaient nés pour résister, pour servir de bouclier à l'infanterie, pour défendre les positions jusqu'au dernier projectile. Parmi eux, l'un se distinguait par sa polyvalence, son efficacité et sa présence quasi omniprésente sur tous les fronts du conflit. Son nom officiel était Sturmgeschütz III, mais tout le monde l'appelait simplement Stug III. À première vue, le Stug III n'avait pas la silhouette imposante d'un char tigre, ni l'équilibre raffiné d'un panthère. Il était dépourvu de tourelles, son profil était bas, son design presque modeste. Mais sous cette simplicité se cachait l'une des machines les plus meurtrières et les plus efficaces de l'arsenal allemand. De fait, le Stug III fut le véhicule blindé le plus produit par le Troisième Reich pendant toute la guerre, avec plus de 10 000 unités fabriquées.
Conçu à l'origine comme un canon d'assaut, le Stu-G3 fut développé pour fournir un soutien direct à l'infanterie, détruisant les fortifications ennemies et renforçant les percées par sa puissance de feu. Il utilisait le châssis du char Panzer III, un char vétéran, ce qui permettait une production moins coûteuse et une logistique simplifiée. Au lieu d'une tourelle, il était équipé d'un canon fixe dans une casemate blindée, ce qui réduisait sa hauteur et en faisait une cible difficile à atteindre. Le modèle le plus performant, le Stu-G 3OSF. G était équipé d'un canon Stuka 40L48 de 75 mm, du même calibre que le Panzer IV et certains chars Panther. Cette arme était efficace aussi bien contre les fortifications que contre les chars ennemis. Son profil bas le rendait idéal pour les embuscades, se dissimulant derrière des ruines, des haies ou des collines et frappant l'ennemi avec une précision dévastatrice. Bien qu'il n'ait pas été initialement conçu comme un chasseur de chars, l'évolution du conflit et la raréfaction des ressources ont poussé le Stu-G3 à jouer ce rôle. Et il l'a fait avec une efficacité inattendue. Sur le front de l'Est, le Stu-G3 devint le fléau des T-34. En Italie et en Normandie, il surprit les Sherman depuis des positions statiques et bien camouflées. Sa précision et sa puissance de pénétration en firent un adversaire redoutable malgré son apparente simplicité. D'un point de vue technique, le Stu-G3 était une merveille d'efficacité. Il pesait 23,9 tonnes, soit un poids considérablement plus léger que les autres véhicules blindés allemands. Il atteignait une vitesse maximale de 40 km/h et son autonomie était suffisante pour des opérations prolongées. Il était propulsé par un moteur Maybach HL 120 TRM de 296 chevaux et son blindage frontal atteignait 80 mm dans les derniers modèles. Bien qu'il ne possédât pas la flexibilité d'un char traditionnel, sa conception compacte et son faible coût de production en faisaient un véritable multiplicateur de force. Les équipages des Stu-G3 étaient généralement des vétérans expérimentés, affectés à des bataillons indépendants ou à des divisions d'infanterie. Ils étaient spécialisés dans le combat défensif, utilisant des tactiques de camouflage, des tirs à distance et des replis tactiques. L'efficacité de ces unités était telle que de nombreux secteurs du front préféraient les Stu-G aux chars conventionnels. Son principal atout résidait cependant dans son adaptabilité stratégique. Dans une Allemagne en proie à l'effondrement logistique et à la pénurie de ressources, le Stu-G3 offrait une solution pratique. Produite en série, plus facile à entretenir et déployable là où le besoin s'en faisait le plus sentir, il était le cheval de bataille de la défense allemande, surtout durant les dernières années du conflit, lorsque les chars lourds se faisaient de plus en plus rares et difficiles à utiliser. Mais il n'avait pas que des qualités. Son canon fixe obligeait le Stu-G à pivoter tout son châssis pour viser latéralement, ce qui le rendait vulnérable en combat mobile. De plus, sans tourelle, sa visibilité était limitée et sa capacité à réagir à des menaces multiples était réduite. En combat urbain ou lors d'attaques ennemies coordonnées, le Stu-G pouvait être rapidement débordé. Pourtant, dans l'ensemble, son impact fut considérable. Le Stu-G3 fut l'épine dorsale de la résistance allemande sur de nombreux fronts. Sa conception influença les futurs véhicules de combat automoteurs et son efficacité continue d'être étudiée dans les académies militaires, illustrant comment un véhicule apparemment secondaire peut décider d'une bataille. Aujourd'hui, plusieurs exemplaires du Stu-G3 sont conservés dans des musées militaires du monde entier. Sa silhouette basse et son canon fixe suscitent toujours l'admiration. C'était le mur d'acier qui soutenait les défenses du Reich lorsque tout commença à s'effondrer. Il ne rugissait pas comme un tigre, ni ne chassait comme une panthère, mais le Stug-3 tenait bon, tirait et ne reculait jamais. Panthère, l'ombre de chasse qui hantait les hommes de Staline-Koursk, juillet 1943. Dans la vaste steppe russe, au cours de la bataille la plus colossale jamais vue par l'humanité, un nouveau prédateur blindé apparut. Plus rapide que le tigre, mieux armé que le Panzer IV et conçu pour survivre à l'enfer du front de l'Est. Son nom était Panthère. Son objectif était dévastateur. Il s'agissait de reprendre l'initiative perdue face aux T-34 soviétiques et d'établir une nouvelle norme pour la guerre blindée sous le Troisième Reich. Le Panzerkampfwagen 5 Panther, connu simplement sous le nom de Panther, était une réponse directe à l'étonnement allemand suscité par le T-34. Surpris par sa conception moderne, son blindage incliné et sa mobilité supérieure,
les ingénieurs allemands cherchèrent à créer une machine réunissant le meilleur du monde blindé, puissance de feu, vitesse, protection et fiabilité. Le résultat fut un char qui, de nombreux experts, fut la meilleure conception allemande de toute la guerre. Techniquement, le Panther était un colosse agile. Il pesait 45 tonnes, mesurait près de 9 mètres de long canon déployé et était propulsé par un moteur Maybach HL 230 P30 de 700 chevaux. Cela lui permettait d'atteindre une vitesse de pointe de 46 km/h, 29 miles par heure, remarquable pour sa taille. Son blindage frontal, incliné à 55 degrés et jusqu'à le char de 80 mm, offrait une protection efficace, supérieure à celle de nombreux chars plus lourds. Son arme principale, le redoutable canon de 75 mm KDK 42 L70, était d'une précision redoutable et capable de détruire les chars ennemis à plus de 2000 mètres. Contrairement au Tigre Puma, qui privilégiait la puissance brute, le Panther privilégiait l'équilibre. Son profil bas, son agilité et son excellent canon en faisaient un char de combat exceptionnel, c'est né pour être un libertin. Dans des conditions idéales, un Panther bien commandé pouvait affronter et vaincre n'importe quel adversaire allié ou soviétique. Cependant, ses débuts furent traumatisants. À Koursk, des dizaines de Panthers subirent des pannes mécaniques catastrophiques. L'empressement à le mettre en service avant même la fin de sa phase de test eut un lourd tribut. Sur les 200 Panthers initiaux, près de la moitié furent mis hors service en raison de problèmes techniques. Mais au fil du temps, les ingénieurs réussirent à corriger les défauts les plus sérieux et le Panther commença à révéler tout son potentiel. Sur le champ de bataille, il devint une menace persistante. En Normandie, les forces alliées découvrirent rapidement que les canons Sherman conventionnels ricochaient sur son blindage frontal comme des balles en caoutchouc. Seuls les chasseurs de chars, les bombardements aériens ou les embuscades pouvaient l'arrêter. À l'Est, les Soviétiques apprirent à craindre sa portée mortelle, ce qui les obligea à entreprendre des manœuvres risquées pour le contourner. Mais comme tout modèle sophistiqué en temps de guerre totale, le Panther avait aussi ses ombres. Son système de suspension était complexe et délicat, et son entretien en terrain découvert exigeait expertise et temps, deux ressources rares dans la dernière ligne droite de la guerre. L'espace intérieur était limité, et sa fiabilité ne pouvait toujours pas égaler celle du robuste T-34. Et si sa mobilité était excellente sur route, la boue, la glace et les ruines urbaines réduisaient considérablement son avantage. La production du Panther restait néanmoins une priorité. Plus de 6000 exemplaires furent construits entre 1943 et 1945, ce qui en fit l'un des chars les plus nombreux de l'arsenal allemand. Il était coûteux, certes, mais bien plus viable que le Tigre II. L'Allemagne s'appuya sur lui comme pilier de ses divisions Panzer jusqu'au dernier jour du conflit. Le Panther n'était pas seulement un char redoutable, c'était aussi une leçon de conception. Après la guerre, ses caractéristiques allaient influencer les chars d'après-guerre comme le M26 Pershing américain ou le T-44 soviétique. Sa combinaison de puissance, de vitesse et de protection créa un précédent dans l'ingénierie militaire moderne. Au combat, le Panther était à la fois respecté et craint. Sa silhouette élancée et anguleuse resta gravée dans la mémoire de ceux qui l'affrontèrent. Il représentait l'équilibre entre le rugissement du Tigre et la production en série du Panzer IV. Il n'était pas invulnérable, mais mortel. Il n'était pas infaillible, mais il était dominant. Aujourd'hui, peu d'unités opérationnelles survivent, mais son héritage demeure. Le Panther était au cœur de la guerre blindée allemande à ses derniers stades. Un symbole de ce qui aurait pu être une révolution technique, si elle n'était pas arrivée trop tard pour le Reich. Ferdinand. L'éléphant colossal qui rugit trop tard de tous les véhicules de combat créés par le Troisième Reich, rares sont ceux qui incarnent autant l'ambition technique et l'arrogance stratégique que le Ferdinand, rebaptisé plus tard éléphant. Conçu comme un super chasseur de chars, capable de détruire n'importe quel véhicule blindé ennemi avant même qu'il ne soit aperçu, l'histoire est un mélange de génie mécanique et de déconnexion tragique avec la réalité du champ de bataille. L'origine du Ferdinand est directement liée au concours pour la conception du nouveau char lourd du Reich qui aboutit au choix du Tigre, un de Henschel. Le projet perdant, œuvre de Ferdinand Porsche, ne fut pas entièrement abandonné.
Plus de 90 châssis de son prototype VK4501, pourtant raté, avaient déjà été construits et Hitler, fasciné par Porsche, ordonna leur réaffectation pour un nouveau type d'arme, un chasseur de chars doté d'un blindage impénétrable et d'un canon mortel. Ainsi naquit le Panzerjäger Tigre, plus connu sous le nom de Ferdinand. Ce monstre mécanique pesait plus de 65 tonnes, ce qui en faisait l'un des véhicules les plus lourds jamais déployés pendant la guerre. Son blindage frontal était colossal, jusqu'à 200 mm d'épaisseur, ce qui le rendait quasiment invulnérable à toute arme anti-char alliée lors de son apparition en 1943. Son armement principal était un canon PAC 43 2L71 de 88 mm, une variante du célèbre 88, doté d'une précision et d'une puissance de pénétration inégalée. À des distances supérieures à 2000 mètres, le Ferdinand pouvait détruire n'importe quel char soviétique, avant même d'être détecté. Cependant, son génie technique était aussi son point faible. Le véhicule était dépourvu de mitrailleuses secondaires, le laissant totalement sans défense face à l'infanterie ennemie. De plus, dépourvu de tourelle, le canon était monté sur une superstructure fixe, ce qui limitait l'angle de tir et nécessitait une rotation complète du châssis pour viser hors de l'axe frontal. Sa mécanique hybride électrique, composée de moteurs électriques entraînés par des générateurs à essence, était complexe et sujette aux pannes. Le Ferdinand fit ses débuts lors de l'opération Citadelle, la bataille de Koursk en juillet 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire. C'est là que ses forces et ses faiblesses furent révélées. Les Ferdinand anéantirent des T-34 à longue portée, mais une fois encerclés par l'infanterie armée d'explosifs, ils furent paralysés. Les mines anti-chars et la boue limitèrent sa mobilité. Sur les 89 véhicules déployés, près de la moitié furent perdus, souvent suite à des pannes ou à l'abandon. Après Koursk, les Ferdinand survivants furent renvoyés à l'usine et modifiés. Ils reçurent une mitrailleuse frontale MG-34, un blindage latéral amélioré, des systèmes de vision améliorés et une nouvelle désignation, éléphant. Sous cette appellation, ils servirent principalement en Italie, où leurs capacités de tir à longue portée furent utilisées en position défensive. Malgré cela, des problèmes de mobilité persistèrent. Leur poids important les empêchait de franchir les ponts conventionnels et les rendait extrêmement vulnérables aux enlisements. Techniquement, l'éléphant était un chef-d'œuvre. Son équipage, une fois formé, savait qu'il tenait entre les mains l'une des armes les plus meurtrières de l'arsenal allemand. Mais les guerres ne se gagnent pas uniquement par la puissance de feu. Le complexe aide mécanique, manque de mobilité et utilisation doctrinale inadéquate ont fait de l'éléphant un engin redouté, mais isolé. À la fin de la guerre, seule une poignée d'éléphants était encore opérationnelle. L'un d'eux, capturé par les Soviétiques en Italie, est aujourd'hui conservé au musée des véhicules blindés de Kubinka, en Russie. Un autre, capturé par les forces américaines, a été restauré et peut être vu au musée du terrain d'exercice d'Aberdeen, aux États-Unis. Le Ferdinand éléphant était l'ultime tentative du Troisième Reich pour imposer sa suprématie technique sur le champ de bataille. Il incarnait le concept allemand de Wunderwaffe, c'est-à-dire les prétendues armes miracles d'Hitler, mais comme tant d'autres, il est arrivé tard avec trop de défauts et dans une guerre déjà perdue.